pas mal de détails de la génétique, parce que donc là on est arrivé à l'aube du XXe siècle, grosso modo 40 ans après la publication du bouquin de Charles Darwin. On est à l'aube du XXe siècle et pendant 50 ans, on va faire de la génétique sans connaître le support précis de l'hérédité. L'hérédité, c'est la transmission des caractères. On va faire de la génétique juste en faisant des croisements. Vous savez, Thomas Morgan qui croise des drosophiles. On va progressivement comprendre ce que c'est qu'un chromosome. On va localiser, grâce aux techniques, on va localiser ce que c'est qu'un chromosome. Et puis après, grâce aux techniques de microscopie, on va aller de manière de plus en plus fine à l'intérieur de ce que c'est qu'un chromosome. On va croire pendant un certain temps que les chromosomes sont constitués de protéines. Et puis voilà, il va se passer le progrès des connaissances, le progrès des techniques aussi. Et en 1953, un petit papier dans une revue qui est très célèbre, qui s'appelle la revue Nature en anglais, et qui est, vous voyez, un petit papier qui fait, là il fait une page, quand on tourne la page, il fait un paragraphe de plus ou 2 paragraphes de plus, c'est vraiment un papier très court, et puis qui vous montre, là, une structure un peu bizarre, que peut-être par contre vous connaissez de mieux en mieux, je pense, c'est une représentation qui est connue maintenant, qui est la représentation de ce que c'est que la molécule d'ADN. Et ce petit papier-là va changer la face de la biologie moderne. Ici, vous voyez les 2 co-auteurs de cet article, qui s'appellent James Watson et Francis Crick. Des jeunes gens, hein, surtout celui de gauche, hein, c'est pas des chercheurs poussiéreux avec des barbes de vieillards, c'était vraiment des jeunes gens, plein de talent, évidemment. Alors, je le dis au passage quand même, ils oublient de créditer Rosalind Franklin, qui avait le tort notamment d'être une femme, et à l'époque, on considérait qu'elle avait, évidemment, vous comprenez l'ironie de ce que je suis en train de dire, alors qu'elle avait beaucoup contribué, notamment par les travaux de ce qu'on appelle la cristallographie, à approcher de ce que pouvait être cette structure d'ADN. Là, vous voyez un résultat de cristallogramme qui permet d'entrevoir une sorte de périodicité. Vous voyez les petites barres, là, qui en fait ont à voir avec la forme qu'on appelle la double hélice de l'ADN. Bon, ils oublient de créditer Rosalind Franklin, ça les grandit pas trop, mais par contre, ils publient ce papier important. Et ce papier, il est très important parce qu'il va décrire ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Et il va permettre de comprendre 2 choses. Vous voyez que la molécule d'ADN, c'est comme 2 rubans qui s'enroulent l'un sur l'autre. Et quand vous comprenez que ces 2 rubans qui s'enroulent l'un sur l'autre, vous comprenez que ces rubans, si vous les séparez l'un de l'autre, vous pouvez les transmettre aux 2 cellules après la division cellulaire. Je pense que certains d'entre vous peut-être ont entendu parler de ça. Et donc, ça vous donne une idée de la manière de conserver de l'information génération après génération. Ce ruban étant, ce double ruban pouvant se répartir de manière égale entre 2 cellules, on a une première idée, il est possible de transmettre de l'information. Et puis quand on regarde un seul des 2 rubans, on voit qu'il est constitué, et ça vous était dit dans le film, une succession de ce qu'on appelle des bases, donc qui ont 4 formes. Alors on les appelle ATCG, bon, c'est pour adénosine, guanine, cytosine, thymidine. Et donc vous voyez ces bases qui s'enchaînent, et l'enchaînement de ces bases fait comme une séquence qui est comme une information. Vous savez que dans les ordinateurs, par exemple, on pourrait tout résumer à une succession de 0 et de 1, c'est ce qu'on appelle le système binaire. Et bien là, avec l'ADN, c'est un système à 4 bases, et on peut encoder de l'information, de même que dans vos ordinateurs, vous pouvez encoder des films, de la musique, des fichiers Excel, des fichiers Word. Et bien, vous pouvez encoder toute l'information que vous voulez, avec des 0 et des 1. Et bien là, vous pouvez encoder l'information qui, entre guillemets, sert à fabriquer un organisme, grâce à 4 bases qui s'enchaînent, et dans un organisme type un organisme humain, vous avez 3 milliards de paires de bases, 3 milliards et demi de paires de bases qui s'enchaînent sur 23 paires de chromosomes. Et donc vous voyez que grâce à ça, en 1953, donc quasiment 100 ans après Darwin, eh ben, on arrive à comprendre comment on peut posséder une information et la transmettre. Après, dans les années qui vont suivre, on va comprendre comment cette information elle est utilisée par la cellule, transcrite en ARN, puis en protéines. Et donc, on peut dire que finalement,
100 ans après Darwin, la biologie moléculaire permettait de confirmer ces intuitions qui étaient assez géniales, puisqu'il suffisait d'imaginer, par exemple, que de temps en temps une base mute, pour que de la variété apparaisse, que la différence apparaisse, et que si cette variété apparaissant, elle donnait naissance à un caractère qui était intéressant, elle pourrait éventuellement se répandre si elle conférait un avantage sélectif à l'individu qui le portait. Donc, au bout de 100 ans, on a trouvé le support, et puis évidemment la génétique ne s'est pas arrêtée avec ça, qui a permis de comprendre définitivement pourquoi les idées de Darwin étaient très largement fondées. Donc je vais quasiment m'arrêter là pour laisser la place à vos questions. Néanmoins, pour vous dire que grâce à Darwin, Darwin n'a pas tout démontré, il ne s'agit pas de, on pourrait dire, de fétichiser Charles Darwin, il a aussi commis des erreurs, il faut le dire. La biologie depuis lui a beaucoup progressé grâce à des disciplines très très différentes. Il ne s'agit pas de dire qu'il était quelqu'un qui avait tout prévu et qui n'a jamais eu tort. Néanmoins, on peut vraiment dire que par son intuition, par l'intuition géniale du mécanisme qu'il avait apporté, il a permis de penser de manière rationnelle la biologie. Et encore actuellement, sa pensée est utilisée de manière expérimentale, c'est-à-dire qu'on fait de l'évolution en laboratoire, on est capable de faire évoluer des bactéries pour un temps de génération assez court et de faire des prédictions sur leur devenir et de temps en temps de le vérifier. Et puis sa pensée, elle s'est aussi déployée dans de très très nombreuses disciplines, c'est un peu l'objet du bouquin que vous avez eu la gentillesse de présenter, pour montrer que de manière surprenante, la théorie de l'évolution, dans une certaine mesure, a pu trouver des débouchés évidemment en biologie en général, mais aussi en médecine, mais aussi en robotique, mais aussi en informatique, mais aussi en philosophie, mais aussi en économie, mais aussi dans plein de disciplines. Et ça, c'est assez fascinant de voir comment une théorie peut avoir une telle fécondité. Je crois qu'on n'a pas d'exemple qui nous montre une théorie aussi féconde. Et donc, voilà ce que je peux vous dire. J'espère ne pas vous avoir trop lassé, et j'espère que vous aurez des questions. Voilà ce que je peux vous dire a priori, et je suis évidemment disponible pour vous parler soit encore de Darwin, soit de mon boulot, soit de ce qui s'est fait depuis 50 ans, comme vous voulez. J'espère que je pourrai y répondre. Merci beaucoup. On va commencer par... Alors, je travaille, je vous ai dit que j'étais enseignant et chercheur, donc effectivement je suis aussi chercheur. Je travaille à l'INRA d'ailleurs, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique, c'est un peu cohérent avec le nom de l'école dans laquelle j'enseigne. Et pour répondre à votre question, donc, je travaille sur des génomes aviaires. Donc, je travaille sur le poulet principalement, ce qui n'est pas très sexy à raconter en soirée, mais on s'en sort, je vous rassure. Et c'est intéressant pour plein de raisons. D'abord parce que sur le plan de la recherche fondamentale, le poulet est un modèle d'embryologie. C'est-à-dire que comme on est capable de prendre un œuf de poulet et de regarder ses stades de développement à des stades très précoces, c'est un animal qui nous aide à comprendre les phases précoces de l'embryologie. Vous avez vu que c'est important l'embryologie, hein, on le voit dans le film à un moment, pour comprendre les divergences entre espèces. C'est aussi un animal qui est important pour les maladies, puisque vous savez que la grippe notamment, enfin les grippes, pas seulement la grippe A dont on parle beaucoup en ce moment, mais les grippes passent très souvent par des oiseaux, notamment en Asie. Et donc moi je travaille un peu plus précisément sur ces questions-là, sur la résistance des oiseaux aux maladies. C'est aussi un animal modèle, c'est-à-dire qu'on possède la séquence complète de son génome, comme on possède la séquence complète du génome humain. Le poulet fait partie des quelques espèces qui ont été entièrement séquencées.